Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans votre supplément week-end de Tech Café. Je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de vous retrouver. Alors, c'est assez rigolo parce que vous avez chaque semaine les épisodes hebdomadaires qui vous donnent l'essentiel de l'actu tech et... Bon, c'est du hebdomadaire aussi, mais en fait, c'est diffusé en fin de semaine, donc c'est des épisodes week-end, où on a plein d'autres sujets qui ont été collectés dans notre veille et qu'on vous partage et qu'on vous restitue. Donc, c'est pas le cœur de ce que vous devez suivre si vous voulez être sûr d'avoir toute l'info en une heure, mais vous pouvez aller dans le niveau supérieur grâce aux articles et aux chroniques de Guillaume Pogdiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Mais écoute, ça va pour cet épisode hebdomadaire week-end. Oui, je sais qu'on a eu un petit truc là-dessus. Mais oui, non, mais maintenant j'ai passé ma semaine là à réfléchir à des nouveaux noms maintenant. Non, mais en fait, au début, c'était pas clair que les épisodes week-end reviennent forcément toutes les semaines en réalité. Donc, on n'était pas parti forcément sur de l'hebdo, même si ça tourne à un rythme qui ressemble beaucoup à de l'hebdomadaire, étant donné que c'est pratiquement chaque week-end. Donc, ouais, c'est vrai qu'il y a une petite collision, mais c'est pas grave du tout. Et je trouve que le format est peut-être pas tout à fait le même non plus. Hein. Je sais pas. Non, mais non, on est plus détendu. On prend vos retours sur le serveur Discord de Tech Café, dans les commentaires. Je vais parler sur de trucs encore plus imbitables que d'habitude. Ah, vous êtes prévenus. Il y a une petite saveur de chronique des composants, mais vous savez qu'on aime bien avoir cette pédagogie dans des chroniques des composants. Alors, il n'y aura pas que ça. On va parler d'autres choses après. On va parler de Tesla. Si vous aimez bien Tesla, on va en reparler. Il y a Steve Jobs qui a été décoré. On va en parler un petit peu aussi. Mais justement, Guillaume, tu voulais nous donner le pouls de l'actualité, un petit peu des composants de cette semaine dans cet épisode. Bah oui, parce que j'en parlais la semaine dernière comme d'une rumeur, mais c'est désormais un communiqué de presse, donc c'est devenu fantastique. Samsung a bien officiellement annoncé l'entrée en production de son procédé N3 avec GAAFET. Alors, il y a deux choses à voir. Hein. D'une part, les chaînes industrielles sont parties sur un processus de génération 3 mm avant celle de TSMC. 3 nanomètres. Et Intel, d'ailleurs, au passage. T'as dit 3 mm, il me semble, c'est 3 nanomètres. 3 nanomètres, bien sûr, oui, 3 nanomètres, évidemment. Et il y a des trucs de 3 mm, ça fait des gros processeurs. Je me dis, ouais, bah peut-être que non, c'est pas arrivé, ça, hein, 3 mm, c'est beaucoup trop gros quand même. Les transistors, au début, on a tous eu les petites boîtes, hein, finalement, c'est à peu près ça. Ouais. Mais bon, voilà, donc Intel aussi, évidemment, a été coiffé au poteau. Et d'autre part, cette génération N3, pour Samsung, ça correspond à un passage à une technologie de transistor différente de celle qu'ils utilisaient jusqu'alors, et que d'ailleurs la concurrence utilise toujours, pour encore quelques mois, quelques années, et c'est le fameux GAAFET, avec 2 A. Donc le GAAFET avec 2 A, c'est un acronyme totalement imbitable pour une expression qui ne l'est pas moins d'ailleurs, hein, puisque c'est Gate All Around Field Effect Transistor. Donc c'est un acronyme qui est tout aussi imbitable. Tout autour. Bon. Et effectivement, c'est porte tout autour. C'est transistor à effet de champ avec porte tout autour. Bon. Et comme c'est complètement imbitable et que c'est complètement incompréhensible si on voit pas, sans vraiment revenir aux bases en fait, si tu veux, sans vraiment comprendre comment c'est gaulé un transistor, c'est pas vraiment possible de comprendre en quoi le GAAFET, avec sa porte tout autour, est vraiment un avantage par rapport à ce qu'il y avait avant, quoi. Je sens qu'on va reprendre les choses depuis le début. Et du coup, est-ce que c'est pas l'occasion, tu vois, de revenir un peu sur les bases, sur les évolutions un peu des transistors, donc pour essayer de comprendre un tout petit peu mieux donc ce GAAFET, on va commencer par la fin. Un transistor. Ah, pardon. Ben oui, on va commencer. Non, mais t'as raison, on va commencer par la fin, c'est-à-dire par le FET. Ouais, ça va être la FET. Donc, parce que dans FET, il y a, FET, c'est Field Effect Transistor, donc ça veut dire transistor à effet de champ. Donc, on va aller voir il est où le champ, qu'est-ce que c'est que ce bordel. Donc, un transistor, très généralement, c'est quoi ? C'est un interrupteur qui laisse passer ou pas le courant et qui peut se commander, justement, c'est cet interrupteur, en fait, il se commande avec un autre courant. Donc, ça laisse passer du courant qui peut être relativement fort par rapport à un petit courant de contrôle, comme ça, qui, en général, est beaucoup plus faible. Bon, en gros, je mets du jus, ça passe, je lève le jus, ça passe pas, ou l'inverse, hein, si ça te chante. Bon, c'est plus compliqué que ça, c'est pas forcément linéaire et tout, mais on va partir là-dessus. Donc, miniaturiser ce processus-là, ce petit interrupteur au niveau micro et nanométrique, c'est le hobby principal des ingénieurs en microélectronique depuis une 50aine d'années, et il se trouve que le silicium, c'est leur matériau favori, et c'est un semi-conducteur. Un semi-conducteur, c'est-à-dire qu'en gros, il n'est pas conducteur, mais bon, si on est persuasif, il peut le devenir. Et ça tombe bien parce que ce coup de « je suis conducteur des fois », ça colle pas mal avec le concept de l'interrupteur qui lui-même le conduit le courant des fois, mais pas tout le temps, tu vois. Sur le papier, ça semble tout adapté, effectivement. Eh ben voilà, c'est ça. Donc, bon, un conducteur, c'est quoi ? C'est un matériau qui a des électrons libres. Les électrons libres, ils sont libres, donc c'est eux qui vont bouger. C'est ce mouvement de charge qui va matérialiser le courant dans un bout de cuivre, un bout d'alu, ce que vous voulez. Bon. Donc, un semi-conducteur peut, selon les conditions physiques,
conduire ou pas, et on peut surtout personnaliser un peu son comportement. On peut customiser un semi-conducteur pour qu'il ait des comportements particuliers. Donc, par exemple, on peut doper le silicium pour qu'il ait un peu plus d'électrons libres. Donc, on lui fait une petite injection de quelques autres atomes qui vont bien dans la fesse droite, hop, il est dopé. Bon. Et quand il est dopé comme ça, il a plus d'électrons libres. Mais on peut aussi faire en sorte qu'il en ait moins. Alors, c'est pas qu'on lui enlève des électrons quand il en a moins, comme ça, des électrons libres. C'est juste que la combinaison des nouveaux atomes qu'on lui injecte avec son propre réseau cristallin fait qu'au final, il y a un manque global d'électrons, et ça se traduit par des trous. Là où il devrait y avoir des électrons, il n'y en a pas, c'est des trous. Voilà. Ce qui est assez marrant, c'est de la physique super compliquée en fait, c'est que ces trous se comportent à peu près comme des charges positives. C'est des absences de négatifs, donc c'est du positif. Tu sais, je veux dire, un trou, qu'est-ce que c'est qu'un trou, c'est une absence entourée de présence, n'est-ce pas ? Et donc, ce trou, tout compte fait, ces trous se comportent un peu comme des électrons, mais en positif. Donc, c'est comme des porteurs de charge, mais positifs. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que par dopage, on peut créer du silicium avec des porteurs de charge libres qui sont soit négatifs, donc c'est des électrons, on dit que c'est de type M, comme négatif, soit positifs, c'est des trous, et on dit qu'ils sont de type P comme positif. Bon. L'idée du siècle, et je pense que c'est même pas une expression, en fait, je pense que c'est vraiment l'idée du siècle, en fait, c'est de juxtaposer des zones P et des zones N, comme il faut. Donc, supposons d'ailleurs que, je mets une petite zone N à côté d'une petite zone P. Bon. Quand je mets le courant, ça va créer un potentiel, ça va créer un champ électrique. Disons pour commencer que j'ai le plus à gauche et le moins à droite. Ce champ, il va attirer les charges libres dans le silicium. Il va attirer puisque c'est des électrons libres, ils vont bouger. Donc à gauche, j'ai le plus, et la zone N, donc avec des électrons. Que va-t-il se passer ? Les électrons, ils vont être attirés par le plus, donc vers la gauche. Dans la zone P, où j'ai des trous négatifs, ça va être l'inverse. Les trous vont s'accumuler vers la borne moins, qui est donc à droite. Mais du coup, au milieu, qu'est-ce qui se passe ? Justement, à cette jonction NP, il y a beaucoup moins de monde finalement, il y a beaucoup moins de porteurs de charge, puisque d'un côté comme de l'autre, on est allé voir ce qui se passe de l'autre côté, du côté des bornes. Donc il y a une zone neutre qui va empêcher le courant de passer, qui va se former, où il y a une sorte de zone de blocage. Donc en fait, le courant ne va pas passer dans ce petit composant. C'est une petite muraille en fait qui sépare les deux. C'est ça, si on veut, effectivement. Et admettons que j'échange les polarités par contre. Qu'est-ce qui va se passer ? Du coup, j'ai le moins du côté gauche. Et donc le moins du côté gauche, du côté des N, du côté négatif. Les électrons, ils vont être repoussés vers l'autre borne, vers la droite, et à l'inverse, les trous, eux, qui sont donc des charges positives, vont être envoyés du côté de leur borne négative chérie. Donc pour résumer, dans les deux cas, il y a un flot. Donc un flot d'électrons d'un côté, un flot de trous de l'autre, qui circule et le courant passe. Et donc, un composant, du coup, qui laisse passer le courant dans un sens, mais pas dans l'autre, qu'est-ce que c'est ? C'est une diode. Donc on vient de créer une diode en silicium. Youpi, c'est quand même sympa. Mais bon, du coup, comment on fait un transistor ? Là, du coup, il va falloir non pas faire donc une jonction, mais deux jonctions NP, ou PN, parce que vous avez compris qu'en fait, c'est juste une affaire de goût et de change de sens de courant, le coup NP et PN. Donc, admettons que j'ai la borne positive à gauche, on va mettre une petite zone N, puis une grosse zone P, donc petite zone négative, et en plus on va mettre une grosse zone P positive, avec une bonne épaisseur qui descend un peu vers le bas, là comme ça, puis après une autre petite zone N de l'autre côté, du côté droit. Et bon, on a vu que dans ce cas-là, le plus attire les électrons et repousse les trous. Donc, dès la première jonction, le courant ne va pas passer. On se retrouve avec une jonction comme on avait. Mais maintenant, imaginons que je connecte aussi la zone P qui est au milieu. Cette zone P au milieu, là, je vais lui mettre des bornes, plus et moins, au-dessus et au-dessous. D'accord ? Je vais mettre le plus au-dessus et le moins au-dessous. Donc je vais mettre des électrodes dessus et je vais les connecter. Ces électrodes, je vais appeler ça la porte. Et quand je mets du courant dans la porte, le plus au-dessus, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va attirer les électrons, c'est un plus qui va attirer des moins, il va attirer les électrons vers le haut. Il va aussi repousser les trous vers le bas. C'est pour ça qu'on veut que ce soit une zone un peu grosse en fait, tu vois, qu'il y a un bulk là, c'est une espèce de zone vers le bas, pour pouvoir accumuler comme ça bien des électrons entre les deux zones N en fait. Parce que d'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer ? Les zones N, elles ont des électrons libres, et localement, dans la zone P, aussi, je vais créer une espèce de tunnel comme ça, où il va y avoir une accumulation de charges négatives à cause du champ électrique que je crée avec la porte. Puisque les électrons sont attirés par le champ de la porte. Du coup, tout ce petit monde, il va se retrouver, en fait, il va y avoir du N partout, c'est-à-dire il va y avoir du N dans les zones N, il y a du N dans la zone P, là où il y a le champ de la porte. Du coup, le courant peut passer. Et voilà.
Pourquoi ça s'appelle un transistor à effet de champ? Parce que c'est le champ que j'applique à la porte. C'est ce champ-là, en fait, qui permet le passage du courant. Alors évidemment, tout ce que je dis est super simplifié et idéalisé. En fait, le courant qui passe, il est fonction de la tension qu'on met sur la porte, et ça donne des lois qui sont pas binaire, pas forcément c'est pas courant, linéaires, pas de courant, voilà, forcément, bien sûr. Ça dépend aussi de l'implémentation physique, évidemment, réelle de ce machin. Et en particulier, d'ailleurs, on imagine bien que l'efficacité du transistor dépend d'à quel point je vais pouvoir accumuler des électrons entre les deux zones N. D'à quel point ce canal va être efficace, va être gros, va laisser passer beaucoup de courant. Parce que c'est jamais parfait, tu vois, c'est jamais du tout ou rien, bien sûr. Hein. On crée un canal qui est plus ou moins gros. Si j'ai un champ un peu faiblard, mais il va accumuler pas énormément d'électrons disponibles pour faire circuler le courant, finalement, entre les deux zones. Donc les deux zones N, en fait, on fait passer du courant entre, et c'est les zones qu'on appelle la source et le drain. Donc c'est les bornes, en fait, qu'on appelle la source et le drain. Dans la configuration plane, le champ, en fait, je décris donc une configuration plane, hein, le champ, il est mis sur la zone P, la zone positive au milieu, sur une petite zone plate. C'est une petite zone plate, en fait, sur laquelle je mets la borne, tu sais, où je mets le champ. Donc finalement, sur cette zone, il faut quand même que je mette pas mal de puissance pour créer un champ suffisamment fort pour accumuler suffisamment de charge pour que le courant passe. Et c'est pas forcément optimal, parce que si je dois mettre beaucoup de courant pour faire passer le courant, pour ouvrir l'interrupteur, beaucoup de courant, c'est plus de puissance, c'est plus de chauffe, c'est plus de courant de fuite aussi. Bon, voilà. Donc, en fait, pour aller plus loin, c'est vital de limiter les voltages, de limiter les puissances qui sont nécessaires pour que tout fonctionne bien. Donc pour ça, ce serait beaucoup mieux d'avoir plus de surface, par exemple. Tu vois, au lieu d'avoir une petite surface plate au milieu, ce sera plus d'avoir plus de surface. Pour avoir plus de surface, il n'y a pas vraiment le choix, en fait. Parce qu'en fait, on ne peut pas se contenter de faire des trucs plats. Alors, l'idée, c'est de faire ça avec des petits ailerons que tu poses sur un substrat. Donc, tu as un petit aileron, tu as un petit truc tout plat. Comme un petit requin. Ouais, comme un petit biscuit plat, tu sais, un petit biscuit apéritif. Là, t'as un petit biscuit apéritif. Tu colles des petits biscuits apéritifs sur la tronche. Il y a toutes les formes possibles, mais bon. Ah, c'est vrai, un petit biscuit apéritif, parallélépipédique, mais plat, là, un petit aileron. Donc, disons un petit aileron, de toute façon, on va garder ça. Donc, il y a tu prends un petit aileron N, bon, comme avant, un truc négatif, dopé négatif, tu prends un petit aileron N, pouf, tu le juxtaposes avec un petit aileron P et encore un petit aileron N. Et la partie P, elle va être entourée par la porte, mais sur les trois côtés. Donc quand on met le courant dans la porte, du coup, le champ il est beaucoup plus intense dans la partie P. Parce que y a les trois côtés qui sont recouverts. Donc le champ est beaucoup plus intense, et donc le tunnel d'électrons, le canal qui va se former, il va se former concentré, mieux. En fait. Voilà, on concentre le champ, et donc le canal qui va se former mieux, plus facilement, et le transistor va fonctionner avec moins de courant à fournir sur la porte. Ça sera plus efficace. C'est le principe des technologies FinFET, parce que FinFET, c'est donc Thin Field Effect Transistor, ce qui veut dire littéralement transistor à effet de champ avec des ailerons. Voilà, tout simplement. Donc Intel a commencé avec ça, avec ses Tri-Gate, il y a une bonne dizaine d'années, et tout le monde utilise ces technologies, voilà, qui ont été raffinées puis surraffinées évidemment actuellement. Le futur M3 de TSMC d'ailleurs l'utilisera toujours. Hein. Alors, attention, évidemment il y a eu plein de raffinements, c'est pas la seule manière d'améliorer les transistors FET. Ouais, tu peux limiter les courants de fuite, améliorer les isolants, les conducteurs, les métaux qu'ils utilisent. Enfin, c'est sans fin, évidemment. Hein. C'est vraiment extrêmement complexe. Mais là, on se concentre sur la géométrie en fait, du transistor, parce que le passage au FinFET, c'est pour ça qu'il est marquant. C'est parce qu'il marque une rupture dans la géométrie du composant. Parce que ça bouscule pas mal en fait la fabrication aussi nano des composants. Parce que ces nano-machins, là, du coup, ça devient des volumes, ça devient des structures en 3 dimensions, des nanostructures en 3 dimensions. Et évidemment, c'est plus complexe et plus coûteux à fabriquer, donc c'est quand même un passage assez marquant. Et du coup, le passage au GAA-FET, c'est encore un changement de géométrie, donc un changement qui est quand même assez profond et pas facile à mettre au point, et qui demande des changements industriels importants. Alors le principe du GAA-FET, en fait, c'est très similaire au FinFET. Dans le FinFET, la zone P est entourée donc par la porte des trois côtés, gauche, droite et en haut. Bon. Pour fixer les idées. Dans le GAA-FET, GAA-FET, ça veut dire Gate All Around, donc la porte de tous les côtés. Et donc on en déduit que la porte va aussi couvrir le bas de la zone P. Et donc du coup, ça suppose que le transistor lui-même soit plus un aileron posé sur une surface, mais un nanofil. Un nanofil comme ça, on peut imaginer la section carrée, un petit fil carré, entouré d'une bague quelque part, sur sa zone P dans laquelle le champ sera créé. Donc le champ est appliqué du coup sur les quatre côtés. On peut pas faire mieux. En fait. Comment ? C'est un petit tunnel. Tu parles d'une bague. On peut imaginer que c'est un petit tunnel ou pas, non ? Oui, si tu veux. Enfin, en tous les cas, ce qu'il faut imaginer, c'est que autour de la zone P, les quatre côtés, en fait, qui sont autour de la zone P, sont entourés par la porte. La porte est de tous les côtés, et donc du coup, on a des espèces de nanophiles comme ça
qui peuvent effectivement être empilés les uns sur les autres. Enfin, là, évidemment, j'en ai un, mais si tu veux, tu peux en empiler plus. Parce que effectivement, essentiellement, comme ça devient des nanophiles, on peut les empiler, donc on peut faire passer une pile de 3 ou 4, de 4 ou 5 même nanophiles à travers la même porte, quelque part, tu vois, si tu veux. Voilà, en tout cas dans la même structure. Donc on peut espérer une miniaturisation des puces encore plus poussées, justement, puisqu'on peut empiler comme ça les transistors en quelque sorte. Hein. Et donc, les performances finales de ce truc-là sont déterminées par la géométrie du fil, parce que les charges se répartissent dans la section en fait, hein, quand tu appliques le champ d'une certaine manière, et donc en faisant varier sa largeur, tu modifies encore les caractéristiques, etc. Et d'ailleurs la prochaine étape ce serait de faire des nanophiles plus larges. Donc là j'ai pensé à des petits nanophiles carrés. Bon ben là vous pensez peut-être à des rectangles très 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 larges, très élargis comme ça, qui finalement en somme reviendra faire des nanofeuillets, des nanofeuilles comme ça. Et en fait chez Samsung, c'est le pas d'après. C'est ce qu'ils appellent le MCB FET, pour Multi-Bridge Channel FET, et ça consiste en fait à empiler des nanofeuillets comme ça. Bon, n'allons pas trop vite. Hein, une espèce de millefeuille. Ouais, c'est exactement ça. Ça ferait des transistors millefeuilles. C'est vraiment l'idée. Donc, ça sera pour un peu plus tard. Pour le moment, Samsung vient d'annoncer la mise en production industrielle de son GAA FET, qu'il appelle le 3GAE, qui est donc au point avant le 20 angstrom d'Intel. Et donc Intel appelle le 20 angstrom le ribbon FET. Ribbon FET, donc c'est le FET, field effect transistor, en ruban. Et c'est exactement le même principe, hein, on imagine très bien, c'est des rubans, c'est ça les rubans en fait, hein, c'est les petites nanofeuillets. Et le N2 de TSMC utiliserait grosso modo le même principe aussi. Donc Samsung travaille sur le GAA FET depuis 2019, et donc ce 3GAE, ça serait le tout premier process de son espèce. D'ailleurs, Samsung annonce qu'il est au point, qu'il est en production, mais sans donner aucune indication sur les capacités de volume. Donc ça veut dire que c'est pas forcément un très gros volume pour le moment. Ça pourrait ne pas être pour tout le monde tout de suite, etc. Bon, ça on ne sait pas. En tout cas, pour le moment, Samsung prévoit donc des prévisions au niveau des performances. Et donc il prévoit 45% d'économie d'énergie par rapport à ça, donc pour son N3 par rapport à son N5. C'est remarquable, et ça vient du fait, effectivement, ça vient directement du fait, justement, que la porte est plus efficace, hein, c'est-à-dire qu'il y a besoin de moins d'énergie envoyer dans la porte pour faire passer le courant comme il faut. Donc, on peut aussi espérer 23% de performance en plus, et 16% de surface en moins. Alors, pour l'instant, c'est pas très impressionnant, 16% de surface en moins, alors que j'ai dit que, justement, comme on empilait les fils, on pouvait espérer plus d'intégration. Oui, mais enfin, quand on voit l'avantage qu'il y a au niveau des performances, à la limite, c'est déjà vachement bien, quand même. Mais oui, mais la surface est très importante, parce que ça permet d'impacter beaucoup plus de transistors, de faire beaucoup plus d'unités logiques, et donc c'est quand même important. Mais bon, alors comment ça se pour fait l'instant, qu'on c'est est 16%. Aussi peu en termes de réduction, alors qu'on est qu'à 16%. Tout simplement parce que pour l'instant, ils prennent des marges probablement. C'est-à-dire que comme c'est le premier process de sa génération, il n'est pas optimisé. C'est-à-dire qu'en gros, les composants sont faits avec des marges, si tu veux, d'erreurs qui sont plus grosses, avec des sécurités qui sont plus grosses. Donc probablement, les composants sont un peu plus gros que ce qu'ils pourraient, tout simplement. Et d'ailleurs, il faudra attendre que le process mûrisse un petit peu et s'optimise. Et ça, ce sera donc probablement pour le 3GAP, qui arrivera donc 1 an plus tard, qui probablement proposera des chiffres un petit peu meilleurs. Vous notez que de toute façon ce sera pareil chez TSMC, hein, qui envisage un démarrage de 2 nanomètres relativement modeste aussi, on en avait parlé. Si quand on introduit comme ça des trucs qui sont radicalement nouveaux, il faut quand même un petit moment pour que tout s'affine, etc. quoi, voilà. Ok, c'est marrant de voir qu'on n'est pas dans des sauts comme ça soudains de génération, mais qu'on est aussi dans des approches où ils tendent à améliorer leur processus comme ça. Oui, mais ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que c'est vraiment une courbe par morceau. C'est-à-dire qu'au début, on avait le FET, le planar FET. En gros, on descendait comme ça l'énergie qui était les voltages qui étaient nécessaires, et donc forcément on consommait de moins en moins. Puis après, on atteint un plateau, et le plateau, si tu veux, tu peux le dépasser que si tu passes au FinFET. Quand tu passes au FinFET, tu recommences à baisser comme ça la taille des composants, la puissance, jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau plateau. Jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau plateau, et après, tu dois repasser au GAFET. Voilà, exact. Et après, tu as une autre courbe, effectivement, qui recommence à descendre, et qui un plateau, etc., etc. Et on n'a pas du tout d'anticipation d'une nouvelle architecture qui pourrait remplacer, qui pourrait parvenir à faire passer le futur plateau qui sera atteint dans quelques années, j'imagine. Le plateau du GAFET, ce sera dépassé par le MCB FET. Vraisemblablement, c'est-à-dire de passer par les nanofeuillets. Après les nanofeuillets, très honnêtement, je sais pas exactement ce qu'ils ont. C'est de la recherche là pour le coup. On est vraiment dans la recherche totale. Faudra voir d'ici 3-4 ans, quoi. Trop bien. Trop bien.
Bon, c'est bien, c'est visuel, en plus, c'est cool, j'aime bien. Est-ce qu'on fait un petit tour du côté de ARM, Guillaume ? Oui, bah écoute, bien sûr. Alors, oui, je vais juste mentionner que TSMC, au passage, s'est quand même pris la nouvelle dans la tronche, parce que comme Samsung a annoncé que son processeur serait prêt avant le sien, son action a quand même pas mal baissé, et en plus, comme il y a quand même plein de trucs, hein, l'inflation, les prix de l'énergie, et clairement, hein, la baisse des commandes, parce qu'en fait, la folie, si tu veux, de commandes de composants, elle commence à arriver au bout, hein, qui a commencé en 2020, elle commence un petit peu à arriver au bout, et donc il est tout à fait possible que les chaînes de production soient moins remplies à l'avenir, l'année prochaine en particulier, que cette année, on pourrait atteindre, attention, 90% d'occupation l'année prochaine, ce qui est extrêmement faible, n'est-ce pas ? Mais bon, comparé à ce que ça a été, c'est extrêmement faible. Et du coup, donc il y a Goldman Sachs qui donc a fait une analyse sur le futur de TSMC, s'est dit que la croissance allait ralentir pour TSMC, donc du coup son action baisse. Et son action a d'ailleurs beaucoup baissé entre janvier et aujourd'hui, elle est passée de 700 à 476 $. Ça ne veut pas dire que qu'il y a du danger du tout, hein, mais clairement les croissances explosives qu'on avait eues ces dernières années vont se tasser un petit peu. Et est-ce que le fait que TSMC se soit Taïwan et que forcément il y ait la relation avec la Chine qui plane toujours un petit peu autour des sujets politiques et géopolitiques locaux à l'aune de la guerre en Ukraine, est-ce que ça joue un petit peu aussi ou pas du tout, parce que j'imagine que non, parce qu'il n'y a pas d'impact commercial. Pour l'instant non, je pense pas, franchement. Je pense pas, non. Bon, on espère que les choses ne seront pas bouleversées à ce niveau-là aussi. Ça nous ferait beaucoup trop de changements forts dans ce domaine-là. Alors donc du coup, oui, Guillaume, on va parler un petit peu d'ARM du coup quand même. Oui, des petites nouvelles d'ARM qui annoncent des nouveaux cœurs, hein, comme tous les ans, des nouveaux cœurs de processeurs déjà, les X3 pour la performance, donc l'X3 c'est la gamme la plus performante, après il y a les A715 pour la performance plus mesurée, et puis les A510 pour le reste, quoi. Donc l'A510, en fait, c'est la même puce que l'an dernier, légèrement optimisée, donc il n'y a pas grand-chose à en dire. D'ailleurs, on va être totalement honnête, hein, les annonces de ARM font modérément rêver. Parce que le Cortex A515 qui remplace le A710 dans les téléphones gagne 5% de performance et 20% d'énergie énergétique, ce qui est bien, enfin c'est pas non plus incroyable. En plus, il a un handicap, c'est qu'il sera plus compatible 32 bits. Alors ça paraît complètement, si tu veux, la compatibilité 32 bits, ça paraît complètement obsolète ici, mais en réalité, dans le monde, il y a quand même encore pas mal d'endroits où ça peut être utile, et c'est pas clair que ce soit pas un handicap. Mais bon. Donc, en plus, le X3, donc, qui est quand même le top du top, il gagne 25% de puissance en plus, ce qui est très bien. Malheureusement, il part d'assez bas, en fait. Et c'est pour ça que ça va pas impressionner grand monde, parce que la concurrence est très rude. On est obligé, tu prends le X3, on est obligé de le mettre en face de la concurrence. La concurrence, c'est le Apple A15. Et le Apple A15, quand on le compare au X2, donc qui est le successeur du X3, évidemment, et donc quand on met les deux dans une arène et qu'on les fait se battre, il y a des morceaux partout, c'est dégueulasse, il y a du sang sur les murs. Le X2 du Galaxy S22, il se fait déchiqueter par le A15. Le A15 de l'iPhone 13, hein, qui est une puce de 2021 quand même. Hein. Donc, tu rajoutes 25% de performance au X2, tu obtiens le X3, et tu as des performances qui sont toujours légèrement inférieures au A15, alors que le X3 sortira pas avant 2023, alors que le A15, il est sorti en 2021. Donc, c'est pas hyper impressionnant non plus. Puis pour couronner le tout, en plus, ce sont des chiffres de ARM. Et on sait par expérience que les produits finis sont pas toujours forcément à la hauteur. Ça dépend des implémentations. Les X1 qui ont été fournis par Qualcomm n'avaient pas vraiment de faire... tu grimpais pas forcément au rideau, quoi, tu vois. Bon, restent les nouvelles puces graphiques donc de ARM toujours, hein, les Mali G715 Immortalis, c'est magnifique, qui proposent de l'accélération ray tracing. Donc, ils font du ray tracing, c'est quand même extraordinaire. Hein. La démo est vraiment marrante, hein, avec un homme drone qui se balade comme ça, avec des réflexions off-screen et des ombres qui sont très très précises. Bon, c'est quand même assez dingue de se dire qu'on aura peut-être des jeux en ray tracing bientôt sur les téléphones, c'est ça qui est assez fou. Parce que Samsung prévoit aussi des trucs avec des puces avec des accélérations ray tracing en collaboration avec AMD, hein, qui a évidemment ses Courier DNA 2 et 3. Donc c'est une vraie possibilité, il y a un truc, voilà. Après, bon, dans la pratique, je sais pas, parce que les Mali, c'est quand même des choses qui sont peu utilisées en pratique encore. Parce que Apple a ses propres GPU, c'est bien. Qualcomm aussi, hein, il a ses Adreno, et Samsung aussi, puisqu'il est en collabore avec AMD, et donc il utilise les puces graphiques AMD. Donc, il reste pas tant de poids lourds que ça, en fait, qui utilisent le Mali. Hein. Il y a Mediatek, en gros, qui utilise Mali, mais mis à part ça, il n'y a pas tant que ça.
Donc je sais pas à quel point l'intégration du ray tracing est imminente sur portable, je sais pas, il y a une tendance qui semble se dessiner, mais bon, voilà. On s'enflamme pas trop. On verra ça en 2023-2024 en fait, hein, puisqu'il y aura évidemment des itérations, ça s'appellera Titan et Craig. Dans les prochaines itérations d'Emali avec ray tracing. Bon, on va pas se mentir, ARM est pas dans sa meilleure forme en ce moment en réalité, hein, parce que tout le monde utilise ses licences, tout le monde utilise l'architecture ARM, mais finalement de moins en moins de ses puces proprement dites en réalité, hein, puisque Apple utilise ses propres designs, Qualcomm utilise ses propres designs, bientôt il utilisera ses propres designs, puisque bon, on sait qu'ils veulent sortir des puces pour les PC portables avec des trucs maison. Bon, de là à ce que Samsung suive, voilà quoi, donc on verra. Plus que jamais dans l'architecture, mais pas forcément dans leur propre cœur. Écoute, très bien, merci beaucoup Guillaume. On va conclure cette chronique des composants de cet épisode week-end avec des nouvelles du côté du processeur M2, justement, le processeur ARM du côté de Mac, d'Apple. Et il y a un truc un peu étonnant, c'est que tu nous pointerais du doigt le fait que le M2 se révélerait un peu moins rapide que le M1. Alors là, c'est quand même détonnant, quand même, Guillaume. Alors, non, pas exactement. C'est pas ce que je dis. Si, c'est écrit. Oui, c'est vrai. C'est vrai, absolument. Ah ouais, c'est vrai. Mais en fait, je parle pas vraiment du processeur en lui-même, je parle plutôt des MacBooks qui l'intègrent, en fait. Hein. Donc déjà, il y a un MacBook 13 pouces de dernière génération, donc en M2, qu'on a vu monter à 108 degrés en exportant une grosse vidéo d'un appareil Canon, qui évidemment ça se traduit par un throttling important, c'est-à-dire que la puce évidemment va baisser énormément sa fréquence pour pas cramer, donc bon, ça nuit aux performances. Alors, faudrait confirmer ça m'étonnerait qu'à moitié, pour être honnête, que ça chauffe pas mal le M2, parce que le M2, la puce, le processeur en lui-même, on rappelle que grosso merdo c'est un M1 avec une plus grosse GPU. À peu près, hein. Donc, du coup, il bénéficie du process N4 de TSMC, mais N4, c'est qu'une très légère amélioration de N5, en fait, qui est utilisée par le M1. Et donc, si tu veux accroître significativement les performances, comme c'est quand même le cas avec le M2, et que tu as très peu d'améliorations qui te viennent de l'industrie, du process du côté industriel, il faut consommer plus, hein. Donc, si tu consommes plus, tu chauffes plus aussi, et donc il suffit que le système de refroidissement soit un petit peu léger, et bon, c'est vite fait, quoi. Okay. Après, c'est pas le seul grief avec les nouveaux Mac M2, en particulier le MacBook Pro d'entrée de gamme. Alors en particulier, il semblerait que le contrôleur SSD ait 2 fois moins de lignes de lignes de données, ce qui se traduit par des performances en baisse un petit peu. Et le problème, c'est que ça peut se ressentir de manière assez nette quand l'ordinateur swap, c'est-à-dire quand il manque de RAM et qu'il doit streamer les données du SSD. Et ça arrive d'autant plus souvent qu'on a peu de RAM. Donc si tu prends le modèle 8 Go, il est particulièrement impacté, quoi. Donc, c'est des tests qui sont faits par un YouTuber et qui montrent que le système peine beaucoup quand tu mets des charges lourdes et dès qu'il doit swapper. Donc, il faut garder à l'esprit qu'on peut pas augmenter la RAM sur un Mac M2 ni sur un Mac M1 d'ailleurs. Si vous avez un modèle 8 Go, voilà, si un jour tu as besoin de faire des trucs lourds, tant pis, quoi. Donc, et vivez avec. Voilà, du coup, on serait que trop vous conseiller de prendre au moins 16 Go de RAM avec les M2, en tout cas, parce que voilà, si on a des SSD un petit peu moins rapides, ça peut se sentir un peu violemment si vous avez manqué de RAM, et donc 16 Go, c'est vrai que c'est quand même plutôt une bonne idée. Sinon, prenez un Mac M1. Hein. Oui, parce que c'est aussi le message qu'on peut répéter à chaque fois, c'est que pour beaucoup d'usages, probablement que le M1 va suffire. Ceux qui sont concernés seront évidemment, ceux qui sont plus concernés seront mieux que quiconque faire le bon choix. En attendant, on va laisser nos composants de côté jusqu'au prochain épisode, jusqu'aux prochaines chroniques des composants. On va se tourner du côté des initiatives d'entreprise d'Elon Musk parce que il y a un peu d'actualité autour de ce sujet. Alors on n'est pas dans les grandes actus phares qu'on avait il y a quelques semaines avec un rachat de Twitter, mais quand même un petit peu de nouveau, Guillaume, du côté des taxis souterrains de Tesla. Ouais, mais un petit tunnel Elon Musk là. Il a tellement de sociétés aussi, tu peux pas parler de lui. Par exemple, The Boring Company, la compagnie, The Boring Company, celle qui adore percer des trous partout, voilà, et qui veut créer ni plus ni moins qu'un réseau de métro sous Las Vegas, mais avec des voitures. Ça s'appelle le Vegas Loop. Alors, il y aura des stations, il y aura des tunnels, et dedans, il y aura des Tesla avec des chauffeurs d'ailleurs. Donc, c'est un véritable petit hybride taxi-métro, voilà, ça s'appelle Mexi, t'as trop. Non, ça s'appelle le Vegas Loop, j'ai dit, hein. Bon, voilà, qu'est-ce qui se peut, je suis pas attentif, hein. Donc, le Vegas Loop, écoute, pourquoi pas. En attendant, SpaceX a reçu l'autorisation de la FTC d'émettre en mouvement, ça y est, donc on pourra surfer sur son internet Starlink dans son camping-car peinard. Et bientôt, sans doute un avion aussi, hein, puisque il y a donc des pourparlers. SpaceX sera en pourparlers avec des compagnies aériennes. Il y a une autre compagnie Kepler aussi qui a reçu le feu vert.
Donc ça y est, l'internet par satellite en mouvement, ça arrive. Alors ça aurait été une bataille aussi, hein, parce que c'était pas fait, et comme un petit peu tout ce que demande SpaceX dernièrement, hein, puisque Dish voulait l'empêcher. Alors, il voulait empêcher effectivement déjà le truc en mouvement. Il veut aussi empêcher SpaceX d'utiliser la bande des 12 GHz. Tu nous rappelles qui est Dish ? Dish, c'est un prestataire de services satellite, donc pour la télé par satellite, et il veut aussi se lancer dans la 5G, il veut aussi se lancer dans la téléphonie. Et donc justement, il voulait se lancer dans la 5G et utiliser la bande de 12 GHz. C'est pas le seul. Il y a aussi d'autres opérateurs qui voudraient profiter de cette bande, qui est devenue utilisable, en tout cas aux États-Unis. Et bon, le problème, c'est que Dish et Starlink, c'est probablement irréconciliable, parce que, évidemment, Starlink utilise la bande des 12 GHz, mais sur des puissances très faibles. Il reçoit des signaux de très loin, hein. Les satellites, ils sont quand même assez loin. Et donc, si les antennes de relais 5G étaient sur les mêmes bandes de fréquences, ça serait avec des stations au sol, et donc des puissances bien supérieures, et donc ça couvrirait probablement le signal Starlink. En tout cas, c'est la conclusion de SpaceX, et Dish doit encore répondre à ça. Mais pendant ce temps, Starlink est déjà en train de faire du lobbying auprès de la FCC, hein, pour que, évidemment, les 12 GHz lui soient réservés, pour pas que ce soit pas utilisé par la 5G. Donc il demande même à ses utilisateurs d'écrire à la FCC, écrivez non, on veut pas que Dish utilise. Bon. Par ailleurs, ils ont trouvé comment faire du crowd lobbying quelque part. Ah mais c'est comme ça c'est très très courant en fait. Qu'une marque te dise écris à ton élu local pour à ton député. Oui, il y a vraiment ça c'est très courant. Et bon, Starlink utilise d'ailleurs les fréquences elles-mêmes, mais Dish l'utilise aussi pour sa télé par satellite. Donc en fait, il se marche déjà sur les pieds, c'est marrant. Et en plus de ces querelles de fréquences, Starlink est aussi en train de décevoir quand même une bonne partie de ses anciens supporters. Malheureusement, hein, et ces supporters-là, c'est ceux de l'Amérique rurale. Parce que Starlink avait promis de mieux connecter l'Amérique rurale en fait. Hein. Tu sais, d'intervenir dans les zones blanches, tout ça. Mais jusqu'à présent, force est de constater que Starlink s'adresse plus aux urbains, aux compagnies aériennes et dernièrement même aux possesseurs de camping-cars qu'aux fermiers en zone blanche. Donc le déploiement dans cette zone, en fait, il est lent, il est compliqué, il y a un suivi. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, il me semblait que le principe, c'était justement de ne pas dépendre de déploiement et de pouvoir couvrir des grandes zones. C'est une raison purement économique. Non, mais c'est pas qu'ils peuvent pas, c'est pas technique. Hein. C'est juste que les marchés qui sont les plus juteux, c'est les marchés où il y a le plus de monde, qui ont le plus d'argent, c'est clairement pas l'Amérique rurale, c'est tout. Et d'ailleurs, ça se voit, puisque sur le site de Starlink, tu as une page spéciale dédiée aux camping-cars. Donc, mais vraiment avec des photos de camping-cars de tous les côtés. Bon, parce que voilà, le marché du tourisme de luxe, il est plus facilement exploitable et beaucoup plus rentable tout simplement qu'aller connecter les fermiers. Donc il le fait, mais il le fait en deuxième intention, quoi, au mieux. Voilà. Mais ça se traduit concrètement comment dans la relation client ? Est-ce qu'ils livrent moins les équipements Oui, absolument. C'est-à-dire que, en gros, si t'as un camping-car, si t'es un retraité de Los Angeles et que t'as un camping-car, tu l'as immédiatement ton Starlink. Si t'es un fermier, t'es sur liste d'attente, tu reçois des trucs, des fois ça marche pas bien, si t'appelles parce que t'as un problème, personne te répond, enfin, c'est un bordel. En tout cas, il y a des plaintes là-dessus, et il y a des plaintes qui sont vraiment motivées par le fait que Starlink quand même a reçu des subventions, hein, parce que tout simplement, il y a eu un plan du gouvernement pour justement aider à limiter les zones blanches, à connecter toute l'Amérique. Et donc pour ça, Starlink était un gros candidat, il a reçu de l'argent de l'État, parce qu'il a dit oui, je vais le faire, j'ai les moyens de le faire, de technique de le faire, et je vais le faire. Et bon, d'après ce qui est, je suis pas là-bas, hein, mais bon, d'après ce qu'on lit un petit peu partout, il le fait, mais en traînant la patte. C'est intéressant. D'ailleurs, j'étais sur le site de Starlink. Tu vois, je m'étais jamais rendu sur la landing page, comme on dit, de Starlink, qui est très belle, hein, très bien faite. Ce que j'aime bien, c'est t'as une rubrique « Préserver le ciel nocturne ». Starlink est le leader de l'industrie en matière d'innovation visant à réduire la luminosité des satellites. Avec 24 000 satellites, ça va être facile. C'est ça, minimiser l'impact sur l'astronomie et protéger le ciel nocturne naturel pour le plaisir de toutes et de tous. C'est marrant de voir que on a toujours l'industrie qui promet limite la neutralité carbone et de dire que non, il ne rejette pas de carbone. Alors, de facto, une activité économique avec une entreprise en générera forcément. Et c'est rigolo. Tranquille. Et c'est rigolo de voir que Starlink, qui balance des constellations de satellites, prétend préserver le ciel nocturne. Bon, on les comprend. Quelque part, c'est difficile de dire autre chose dans leur position. On continue, Guillaume, avec des belles innovations. C'est le futur qui s'offre à nous. Je vais vous faire une confession, je porte des lentilles de contact tous les jours. Je les
je les supporte super bien. Elles me permettent, et c'est assez remarquable, de corriger ma vision. Tu sais, je suis toujours bluffé de voir qu'avec un petit bout de plastique comme ça que je me mets le matin dans les yeux et que j'enlève le soir, j'arrive à corriger ma vue. C'est génial. T'as pas fini d'être sur le cul alors, parce que depuis 2015, Mojolens travaille sur un truc qui est super futuriste et qui me fait à titre perso mais pas du tout rêver. C'est effectivement la lentille connectée, donc la lentille de contact, hein, évidemment, parce que faire des lentilles du puits connectées, je sais pas. C'est des lentilles qui t'envoient une notif quand elles sont cuites, je sais. Pour s'en servir de mouchard. Il y a une lentille connectée dans un sac, c'est quand même super discret, une lentille. Bon, je suis fatigué, désolé. Donc, ces lentilles-là, les lentilles de contact, donc vous les mettez sur votre œil, évidemment, et elles comprennent un microcontrôleur Cortex M0, une micro-batterie, un micro-écran de 14 000 pixels, et elles promettent essentiellement de vous mettre des Google Glass dans l'œil, quoi, tout simplement. J'ai du mal à concevoir que ça puisse être possible techniquement. Parce que c'est quand même épais, tout ça, non? Oui, alors en plus il faudra porter un collier autour du cou. Alors évidemment c'est sans fil parce que ce serait un peu gênant si t'avais un fil comme ça qui sortait. Mais bon, ça, donc évidemment c'est sans fil. Ça se contrôlerait. Il sert à quoi le collier? Eh ben c'est l'ordinateur tout simplement. C'est lui qui se connecte en fait la truc, c'est juste un, comment dire, la lentille, en fait, c'est juste un écran qui relaie des images qui sont envoyées par le collier, qui envoie les signaux, de l'accéléromètre et du magnétomètre principalement, qui sont, c'est lui qui fait l'interface en fait. Mais la batterie, elle est bien dans la lentille. Il y a une batterie dans la lentille, tout à fait. Putain. Tout à fait. Il y a une batterie dans la lentille, absolument. Et oui, parce qu'il y a des accéléromètres pour suivre le mouvement des yeux, parce que même s'il y a un suivi, donc le truc est commandé à la voix grâce au collier, et il est commandé aussi avec le suivi des yeux grâce aux accéléromètres qui sont directement dans la lentille. Et aussi des magnétomètres pour l'orientation, du coup. Et donc, le but final, évidemment, c'est de faire de la réalité augmentée de qualité, hein, même si pour le moment, c'est principalement des indications textuelles, des petites cartes, enfin, des trucs relativement, c'est peu précis, il n'y a que 14 000 pixels. Ça doit être insupportable. Ça doit être, voilà. Donc, non, mais c'est quand même super impressionnant techniquement, hein. Alors, avec ça, quand même, une grosse lentille qui, à mon avis, est rigide. Jamais personne ne fera mettre ce truc dans l'œil, hein. C'est gros, c'est rigide. J'ai super confiance à mettre un truc qui émet du 5 GHz si près de ma rétine et de ma cornée, tu vois, qui chauffe en plus, parce que ça chauffe, hein, je veux dire, s'il y a un processeur dedans, ça chauffe. C'est flippant, t'as raison. Bon, voilà. Donc, ce sera sans moi, mais c'est vrai qu'on est quand même sur un score cyberpunk assez élevé. Moi, je dirais 1500 sur 2077, non? Carrément. Ah, j'adore, effectivement. Non, c'est pas demain la veille que j'aurais envie de le mettre, mais c'est beau pour la prouesse technologique, effectivement. Guillaume, tu vas nous parler d'un mammouth, c'est ça? De quoi s'agit-il exactement? Quelque chose me dit que c'est pas l'animal avec les longs poils. Non, c'est... Bravo. Non, le marketing, tu sais, on sait jamais. Un jour peut-être. Non, c'est le mammouth, oui, mammouth. Non, mais c'est une histoire de marketing. Le marketing, c'est important, je sais, je m'y intéresse pas assez, je sais pas me vendre. Qu'est-ce que tu, on me l'a toujours dit. La communication, c'est important. La com plus que le marketing. Oui, c'est la com, c'est important, aussi important que le contenu. Mais bon, c'est pas mon truc. Bon, tu sais ce qu'on dit, hein, la forme, c'est du fond qui remonte à la surface. Bon. Oh, que c'est beau. Ah, c'est magnifique. Je sais pas si c'est si profond que ça d'ailleurs. Mais donc, pourtant, je te laisserai méditer. La com, franchement, c'est le truc des Suisses de Climeworks. Voilà. Donc, les Suisses de Climeworks ont annoncé la construction d'une nouvelle station de recapture du carbone en Islande, qui va s'appeler donc le Mammouth, enfin Mammoth en Suisse. Donc, alors, quand je vous dis ça, évidemment, vous êtes tout de suite rassurés. Vous rassurez de l'angoisse climatique qui vous étreint à chaque fois que vous regardez la météo, surtout la météo indienne, ou que vous lisez le journal, tout simplement. Parce que voilà, si un mammouth s'attaque au CO2 dans l'atmosphère, c'est qu'on est sur la bonne voie, tu vois, il va l'écraser, il va lui faire sa fête à cet enfoiré de CO2, tu vois, dans ta face, gaz, bon. Mais bon, comme disait mon grand-oncle Albert, enfin il s'appelait Alberto, c'était un immigré italien, tout est relatif. Mammouth, en effet, c'est beaucoup plus gros qu'Orca, qui est l'actuelle plus grosse usine de recapture de CO2 au monde, et donc cette orque gentille tourne depuis septembre. Mais bon, Willy, elle va pas nous sauver parce qu'elle capture 4000 tonnes de CO2 par an, c'est l'équivalent de 790 voitures. 790 voitures, ok. Alors Manny le mammouth, lui, par contre, il va écraser complètement Orca parce qu'il va siphonner 9 fois plus. Donc c'est génial, ça fait 7110 voitures. Ok, c'est que le début, hein, d'accord. Il y a juste une vingtaine d'usines comme ça dans le monde. D'accord, comment dire, c'est le début, c'est en développement, d'accord, mais enfin quand même, pour faire une différence, il faudrait une usine qui avale non pas 10 fois plus, mais au moins 100 fois plus de CO2 que ça. Donc ça va être vraiment très chaud.
à tous les sens du terme. Parce que pour le moment, la consommation énergétique d'une usine qui est plus puissante devient probablement soit parce que justement il faut chauffer pour faire ce qu'il faut. Bon, donc voilà. Bon, écoute, avec 7000 bagnoles, moi je dirais qu'on n'est pas arrivé. Ouais, bah, pourtant j'imagine que c'est un champ de recherche qui est forcément très développé. Un autre champ de recherche qui est forcément aussi très développé, c'est tout simplement, allez, soyons simples, soyons pas trop ambitieux, mais comment refroidir la Terre, Guillaume? Alors je pense que dans la catégorie des trucs what the fuck qu'on a vu passer dans la veille autour du réchauffement climatique et de l'innovation technologique pour lutter contre ce réchauffement climatique, tu as trouvé la palme. Non, mais en fait, moi je trouve finalement, le MIT a réfléchi et finalement il arrive avec une idée qui est pas plus conne que beaucoup d'autres. En vrai. Bon, ok, d'accord. Non, mais il faut être honnête avec nous-mêmes, on va pas y arriver. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que si on prend ce postulat de départ, finalement, la réflexion est tout autre. De toute façon, on est trop à l'aise comme on est un peu trop débile pour être vraiment suffisamment paniqué pour bouger assez vite de toute façon. Tu vois un seul indicateur qui permet d'avoir un début d'embryon d'optimisme ? Non, on est foutu. Bon, une fois qu'on a acté ça, je fais une parenthèse, j'avais mon fils. Alors bon, désolé, j'aime bien raconter ma vie de temps en temps, ça me fait du bien. J'ai mon fils qui se passionne pour les mangas en ce moment, donc je pense qu'il sera beaucoup plus calé en manga que moi d'ici quelques mois, tant mieux pour lui. Il s'est passionné au point qu'il veut devenir mangaka. Donc sachez que mon fils, son ambition dans la vie, c'est de devenir mangaka. Il fait plein de dessins et il construit ses histoires. Et l'autre jour, il me dit, papa, qu'est-ce que tu penses d'une histoire ? Ça se passerait dans le futur et la planète aurait énormément chauffé au point que les humains ne pourraient plus vivre. Je dis, mais t'es au courant que c'est ton avenir, ça ? Et il m'a regardé un petit peu bizarrement. On en a parlé longuement. Il a découvert le réchauffement climatique à ce moment-là. Mais bon, pardon, excuse-moi. Mais il est jamais trop tôt. Donc il fera un documentaire, c'est pareil. Exactement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Donc, bon. Enfin bon, voilà. Donc effectivement, on est foutu. Maintenant, ton gamin est aussi il est au courant. Prévenu. C'est bien. Une fois qu'on a acté ça, comme tous les gens qui réfléchissent sur la géo-ingénierie, on renonce à la prévention, on cherche des moyens de réparer les trucs. Bon, et qu'est-ce qui marche bien en été ? Voilà. Alors dans les bagnoles, l'été, le truc, alors il y a la clim, c'est vrai, mais bon, ça consomme un peu d'énergie. Alors que dans les bagnoles, le truc qui est pas mal, c'est le carton réfléchissant que tu mets sur le pare-brise. Et ouais, en plus, c'est vrai. Et pour la Terre, certains pensent que c'est pas idiot. Ils voudraient essayer d'augmenter son albédo en fabriquant des surfaces réfléchissantes comme ça, immenses, tu vois, bon. Au minimum des surfaces blanches d'ailleurs, si toutes les surfaces noires étaient en blanche. Exactement, déjà, et puis éventuellement avec des petits trucs réfléchissants, tu sais, comme des petits catadioptres, pourquoi pas. Bon, sinon il y a les stores aussi. Les stores, c'est bien. C'est pas cher, c'est facile à installer, c'est réglable. Moi, j'aime bien les stores. Donc, pourquoi on ferait pas des stores pour la planète ? Donc, c'est ce type d'idée qu'on retrouve chez les gens qui veulent envoyer des particules dans l'atmosphère pour bloquer les rayons, tu vois. Mais bon, tout ça, c'est sur Terre. Donc, si ça tourne pas comme prévu, ce qui est extrêmement probable, on est encore plus foutu. Donc, les gars du MIT ont eu l'idée de mettre des stores, oui, mais loin. En fait, ils veulent mettre des bulles qui filtreraient comme ça, qui bloqueraient et filtreraient les rayons du soleil au point de Lagrange 1 entre le soleil et la Terre. Alors, les points de Lagrange, il y en a 5 en fait. C'est des trucs, les points de Lagrange, c'est des points stables où tu peux placer un truc dans l'espace et il reste fixe par rapport à la Terre et au soleil. Alors, il y en a des stables et des instables. Le James Webb Télescope, il est placé un point de Lagrange, par exemple, à l'abri du soleil, peinard, un point stable. Et donc, il y en a un autre, on pourrait poser un store entre le soleil et nous, qui bougerait pas, ce serait idéal. En plus, les points de Lagrange, ils sont bien parce qu'ils sont très très loin. Donc, si ça merde, on risque rien, tu vois. Alors, pourquoi des bulles ? Parce qu'on les amène dégonflés, ne prend pas trop de place, on les gonfle sur place, et boum, tu peux avoir une belle surface, avec pas beaucoup de volume pour le transport. Tu peux en mettre autant que tu veux, des bulles, hein, c'est comme les stores, tu vois, autant de trucs de lame que tu veux. Et puis, si on en veut plus parce que ça couille et que du coup on se gèle, on peut les exploser facilement, il suffit d'envoyer une grosse aiguille spatiale. Pouf. Bon, ça coûte très cher, mais bon, on a bien fait un télescope spatial super compliqué qu'on a envoyé justement là-bas. Donc pourquoi pas ? Pourquoi pas des ballons de plage géants ? Je veux dire, franchement, ça devrait le faire. Surtout que si c'est ça où on meurt ébouillanté comme des homards, franchement, bon, je vois pas le problème. Alors, vous vous en doutez, pour le moment, c'est juste une idée, hein, c'est un truc sur un papier, mais franchement, est-ce que c'est pas finalement la solution la plus crédible ? Entre ça et on arrête d'être con. Non, parce que franchement, je veux dire, moi... C'est vrai. Quand tu remets en perspective effectivement la réalité de nos actions et le réalisme de cette idée, pourquoi pas ? Écoute, pourquoi pas ? C'est une jolie histoire à raconter. J'aurais pas cru ça possible, mais pourquoi pas ? Avant d'aller dans le futur, Guillaume, on retourne un petit peu dans le présent avec, on va retourner à des choses bien éloignées de bulles qui serviraient de store pour lutter contre le réchauffement climatique avec tout simplement Meta, Guillaume, notre entreprise favorite, je pense, dans Tech Café. Ouais, non, mais Meta, c'est marrant, parce que bon, on revient sur Meta, parce qu'elle se plaisait à troller Apple à l'époque pour sa position dominante avec l'App Store.
Donc en gros, il est plus ou moins le parti d'Epic, on va dire. Et maintenant qu'il a le Quest Store pour les casques méta, les casques VR, et ils font exactement pareil, bien entendu, et c'est même pas encore le métaverse. Hein. Alors bon voilà, c'est déjà problématique, hein, même si c'est encore embryonnaire. Selon les développeurs, apparemment, 30%, c'est devenu le standard de fait. Quand tu as la chance d'être en monopole sur un truc, tu prends 30% de commission. Quoi qu'il arrive, tu te poses pas de questions, même si t'es en quasi-monopole. Et bon, voilà. La VR a beau être encore un secteur balbutiant, hein, Meta il est déjà devenu une sorte de passage obligé, et donc il fait comme tout le monde, en fait, hein, tout simplement. Et qu'on peut que constater que finalement, l'argument de Tim Sweeney avec Epic, là, il est peut-être pas si déconnant que ça. Mais bon, 30% du prix d'achat ou de l'abonnement, c'est déjà très très Apple. Meta semble vouloir faire encore un peu pire avec la commission séparée dans Horizon, on en avait parlé, et puis apparemment un système de mise en valeur très aléatoire dans le magasin, et un processus de validation qui est parfois très obscur et compliqué, encore plus long que celui d'Apple, donc c'est quand même assez extraordinaire. Bon, quand tu as la relation avec les devs une fois publiée, d'après eux, enfin en tout cas d'après certains, donc, dans l'article, elle sera carrément aux abonnés absents. Alors, finalement c'est assez classique, hein. Je veux dire, quand t'as pas vraiment de concurrence, voilà, hein. Tu fais un peu ce que tu veux, et puis comme de toute façon Meta rachète périodiquement les studios VR qui l'intéressent, il fait en sorte que ça change surtout pas. Bon, je suis curieux de voir comment va se comporter Apple quand il va sortir son casque et inévitablement l'App Store qui va avec, hein. À mon avis, exactement comme d'habitude, à moins qu'Epic ne gagne entre-temps, on peut toujours rêver. Ouais, c'est Epic Sweeney, encore de longs jours devant lui à se battre. En attendant, justement, on parle d'Apple, et puis quand même, hein, une distinction qu'il faut souligner, celle qu'a reçue Steve Jobs. Oui, juste en passant, le 7 juillet, Steve Jobs recevra, à titre posthume évidemment, la médaille de la liberté du président, donc américain. C'est un petit peu la Légion d'honneur américaine, voilà, on va dire ça, c'est un petit peu ça. Je sais pas ce que tu penses, toi, de ce type de truc. Les médailles comme ça, ça ressemble à la Légion d'honneur, hein, franchement, on la décerne un peu à n'importe qui. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est très très éclectique, quoi, voilà, donc ça y ressemble beaucoup. Je veux dire, ils se la refilent tous. Biden... Je me rends pas compte justement de qui l'a eu et qui l'a pas eu, justement, je suis pas trop cette médaille, Biden l'a eu d'Obama, et il va la donner à Jobs. Et il y a aussi eu Robert De Niro, John Wayne, Elvis Presley, Bruce Springsteen. Il y a aussi eu Milton Friedman et Colin Powell et Mère Teresa. Tu vois, c'est vraiment très très éclectique, hein. Il y a Mère Teresa et Chuck Yeager, c'était un pilote d'avion, pilote d'essai. Il y a eu Margaret Thatcher et Jean-Paul II. Il y a Alan Greenspan aussi, tu vois. Donc voilà, il y a vraiment eu beaucoup de gens. D'ailleurs, c'est marrant parce que Steve Jobs va le recevoir avec 16 autres personnes à ce moment-là. C'est un package. Dont Denzel Washington. Donc, pourquoi pas. Ouais, effectivement, ça perd quand même beaucoup de son sens. C'est pas la médaille Field, on va dire, hein, de toute façon. Non, c'est pas la médaille. On va terminer avec une question, Guillaume. Est-ce que tu envoies, toi, des cartes postales un peu à l'ancienne pendant les vacances ou des lettres? Rarement, mais ça envoie. Ça arrive rarement, mais ça arrive, ouais. Ça arrive. Écoute, nous, ça reste une tradition. C'est assez bizarre, mais ça reste une petite tradition qui m'enchante pas plus que ça, hein, parce qu'il y a bien un truc qui m'emmerde, c'est de prendre le temps de rédiger la carte postale, la choisir, de te dire, ah tiens, cette carte postale, elle irait bien pour telle personne, alors que je pense que la personne s'en foutra éperdument. Ça lui fera forcément un petit clin d'œil, mais bon. En tout cas, il y a un truc, moi, qui m'agace au plus haut point, Guillaume, encore aujourd'hui, c'est de devoir me prendre la tête avec les timbres. Et il arrive assez régulièrement, quand il y a des vieilles administrations à qui on doit envoyer des vieux courriers à l'ancienne, qu'il faille me poser la question, est-ce que j'ai des timbres? Mais j'ai l'impression que tu as la solution pour moi. Ben oui, il va y avoir un changement social majeur puisqu'il va tuer à terme tous les clubs de philatélie de France. La Poste va bientôt introduire un timbre numérique. Non, peut-être pas. Ça va les faire, au contraire, donner une autre dimension. Oui, disons que oui, ça va peut-être s'arrêter. Disons, il va y avoir moins de nouveautés, je sais pas. Pour l'instant, c'est pas vraiment l'ordre du jour, hein, parce que en fait, ce timbre numérique sera pas un timbre du tout en réalité. C'est parce que dès 2023, il y aura la possibilité d'acheter des codes à 8 caractères alphanumériques à tout con, des codes de 8 chiffres et lettres, que tu vas recopier de tableau en chemin, que tu vas mettre à la place du timbre tout simplement, et voilà, cette écriture sera lue sans la moindre émotion, hein, par une intelligence artificielle qui vérifiera si le code en question a déjà été utilisé ou pas. Donc chaque code sera à usage unique du coup, donc voilà, heureusement comme il y en a 2821 milliards, ça devrait le faire pour un petit moment, mais c'est un système qui va cohabiter avec le timbre en plus, jusqu'à ce que la poste soit finalement panne d'inspiration et que les philatélistes n'aient plus que leurs yeux pour pleurer. Il y a des gens qui se demandent, ouais, mais enfin bon, si on écrit à la main, ça va pas facilement être reconnu, etc. Bon, ils misent sur évidemment une reconnaissance qui soit le plus fiable possible, mais
Posez-vous la question. Finalement, aujourd'hui, c'est déjà je les adresse aujourd'hui. Oui, elles sont déjà écrites à la main. Ça marche bien. Non, mais elles sont écrites à la main, elles sont déjà lues par des IA. Hein. Alors, moi, j'ai travaillé à la poste En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Avant mes études, et à l'époque, je me rappelle quand on réceptionnait le courrier dans le bureau de poste, je l'ai passé dans une machine là, tu vois, avec des rubans qui faisaient passer. Puis c'était moi qui devais ressaisir les codes postaux et je faisais ces petits codes barres orange. Ça imprimait les petits codes barres orange. Je sais pas si tu vois. Les petits codes barres orange, c'est vrai que j'ai jamais su ce que c'était. J'ai fabriqué ces petits codes barres orange qui correspondent en fait au code postal. C'est fou. Hein. Bon, d'accord. Écoute, je sais pas à quel point c'est. Il faudrait. Tiens, ce serait marrant qu'il y ait quelqu'un de la Poste qui vienne nous dire effectivement à quel point tout est automatisé, à quel point il y a des algorithmes qui lisent de manière optique les trucs, à quel point il y a des erreurs, etc. C'est marrant. On lance une bouteille à la mer. Si quelqu'un de la Poste nous écoute, on est tout à fait preneur d'avoir un regard, une intervention. Allez, un dernier mot. Là aussi, une autre institution publique quelque part qui fait l'objet de la prochaine news, Guillaume, et de la dernière de cet épisode, c'est la sécurité sociale avec Amélie. Ouais, 2 mots sur Amélie qui aurait été hackée, mais en fait non. C'est très c'est rassurant d'ailleurs. Par contre, il y a une campagne de phishing en cours par SMS, donc attention aux identifiants. Il y a aussi un truc que j'ai remarqué moi-même il y a peu, c'est qu'il existe un site amélie.fr avec un E, comme le prénom, Amélie et E. C'est pas Alice, c'est pas le... Non, c'est Amélie, et clairement, bon voilà, c'est censé être un site qui compare les assurances et les mutuelles santé, mais clairement, il est là pour piéger ceux qui écrivent l'adresse un peu vite, comme moi-même, et il est très chelou, et très approximatif, avec un fil d'actu qui n'a rien à voir, et il vous demande de remplir un formulaire où vous racontez votre vie, faites attention, ça sent l'arnaque à plein nez. D'ailleurs, d'une manière générale, faites attention de ne faire confiance à personne que vous connaissez pas vraiment sur Internet. Il y a de plus en plus de trucs qui se multiplient, des arnaques qui se multiplient comme des arnaques au faux numéro, par exemple par SMS. C'est le truc, c'est classique, quelqu'un vous envoie un message qui vous est clairement pas destiné, comme un faux numéro en fait. Ah salut, je vais être en retard, il y a la circulation sur la A12. Bon. Donc si tu réponds, et que tu dis que c'est pas pour toi, il engage la conversation, voilà, et ça veut devenir votre ami, et ça veut gagner votre confiance, et ça veut vous attendrir, et ça veut plus si affinité, etc. Ça peut tourner en cas de phishing. Le but était au final de toute façon de vous faire payer. Voilà, soit en cash directement pour aider une pauvre personne dans le besoin, soit en achetant un truc pour cette personne sur un faux site, soit en faisant des investissements en crypto sur une soi-disant bourse où tu pourras jamais retirer tes fonds, soit pourquoi pas en souscrivant à une mutuelle qui n'existe pas. Tu sais, le choix est très large. Les scams sont légion, parfois c'est assez subtil, que ce soit sur Internet, que ce soit sur Le Bon Coin, partout. Un jour, quelqu'un m'a quasiment écrit un poème sur Le Bon Coin, sur la confiance réciproque et désintéressée, tu sais, sur cet abandon nécessaire sans lequel nous ne sommes plus tout à fait humains. Voilà, s'ouvrir à l'autre, c'est s'ouvrir au monde et à soi-même. Moi, je l'ai blacklisté aussi sec. Parce que, spoiler, d'ailleurs, c'était effectivement une arnaque. Non, aussi, abandonnez toute illusion. Sur Internet, on ne s'intéresse à vous que pour votre pognon. Faites comme moi, soyez paranoïaque et sans cœur. C'est que c'est d'amis. Bien sûr, soyez. Mais effectivement, et il y a un cœur de pierre. Au passage, j'en profite. Est-ce que tu avais vu cette vidéo de Sylvain sur YouTube sur le CPF? Il avait fait une grande enquête sur les SMS et les incitations à te connecter pour ton solde CPF. Je sais pas si tu avais consulté cette vidéo qui est assez remarquable, qui est hyper bien documentée. Non, mais c'est vrai que c'est super intéressant de voir effectivement, parce que bon, clairement, il y a plein de journalistes et tout, de youtubeurs qui jouent le jeu évidemment pour essayer de voir jusqu'où ça va, pour essayer de voir comment ça marche, et donc c'est super intéressant de le voir faire. Là, il y avait une super enquête, parce qu'en plus je comprenais pas trop où était la réalité de l'arnaque, et en fait tout est extrêmement bien indiqué. D'ailleurs, j'en profite aussi pour mettre en avant sa dernière vidéo, qui est un documentaire de 45 minutes sur l'histoire de Pricey. Je sais pas si tu as joué, toi, sur Pricey, si tu as suivi un peu. Pas ce que c'est, non. C'est un site. Bon, tiens, regardez aussi la vidéo Sylvain. Je vous mettrai le lien de la chaîne YouTube dans les notes de l'épisode, oui, et vous pourrez aller prendre le temps de consulter ça sur YouTube. Merci infiniment Guillaume pour la préparation de cet épisode hebdomadaire week-end de Tech Café. C'était évidemment une fois de plus un plaisir d'avoir cet épisode en ta compagnie et de l'enregistrer. Écoute, est-ce qu'il serait pas le moment idéal pour que tu rappelles à nos auditeurs où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Ah là, je vais me mettre sur la liste d'attente de la médaille de la liberté du président, on sait jamais. Ah oui, des fois que ça passe. Ouais, ça peut passer avec l'activité que tu as eue en tant que podcasteur, peut-être. Exactement, après Colin Powell.
Merci beaucoup Guillaume. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, sur les réseaux sociaux de manière générale. On se retrouve aussi, vous le savez maintenant, chaque semaine dans le podcast dans Tech Café, mais il est possible qu'avec la période estivale, il y ait des perturbations, on va dire, sur le rythme de diffusion. C'est bien normal, on va s'autoriser quelques vacances. On n'est pas à l'abri de vous diffuser des petits contenus un petit peu différents, mais attendez-vous en tout cas à ce que vous n'ayez pas les mêmes épisodes hebdomadaires que d'habitude. Merci en tout cas évidemment beaucoup pour votre fidélité. Vous avez le lien vers le serveur Discord dans les notes de l'épisode et on attend évidemment vos réactions sur les commentaires des articles qui accompagnent les épisodes sur techcafé.fr. Et évidemment, si jamais cet épisode a apporté un quelconque intérêt dans votre veille, si jamais vous avez passé tout simplement un bon moment et si jamais vous savez désormais un petit peu mieux ce que c'est qu'un transistor et quelles sont les différentes évolutions d'architecture de transistor dans les composants, allez jeter un coup d'œil sur Patreon, patreon.com/techcafé. Et peut-être que votre soutien nous encouragera encore plus à vous apporter des excellents épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.